Bonjour, rebonjour à tous pour un nouveau live pendant le week-end de reconstitution au musée de la Grande Guerre à Meaux. Ce coup-ci, nous sommes avec l'association Passion 14-18 Histoire Vivante et le thème qui est développé ici, notamment, c'est la médecine et toute une tente avec des instruments de médecine, avec des pauvres victimes qui sont montrées et les différents états dans lesquels on pouvait trouver quelqu'un sur un champ de bataille. Alors c'est des exemples parce qu'il y a presque autant de blessures qu'il y a d'hommes. Donc vous allez voir que la médecine, elle est connue pour faire de grands progrès pendant la Première Guerre mondiale, pour être dans des conditions un peu difficiles aussi, on ne va pas se mentir. Je vais donc laisser la parole aux membres de l'association, je vous en prie. Bonjour. Donc ici nous présentons ce qui peut être une ambulance, c'est-à-dire ce que vous pouvez voir entre un premier poste de tranchée, troisième ligne, et l'arrière, les hôpitaux. Donc c'est là où vous allez rencontrer les premières infirmières et les premières opérations. Donc on va faire des amputations, on va essayer de finir certaines éventrations si elles ne sont pas trop graves, l'histoire des pieds tranchés, des mains tranchées, les gueules cassées aussi, mais il faut savoir que les gueules cassées, on va essayer de les rapatrier le plus vite possible à l'arrière. C'est là où on va engendrer la première médecine, chirurgie esthétique. On va commencer à préparer des prothèses, genre mains, pieds, mais ça va se faire à l'arrière parce que c'est beaucoup de travail. C'est un long cheminement pour chaque blessé. Et donc ici, c'est les opérations les plus grosses. Ensuite, ces autres opérations, ces hommes vont être encore opérés dans les hôpitaux à l'arrière, qui seront dispatchés un peu partout. Vous en avez en Bretagne, vous en avez en France, vous en avez dans le sud de la France. Donc là, c'est sûr que c'est les premières opérations parce qu'on n'opère pas dans les premiers postes de secours. On fait un pansement et on fait un tri. Et le tri se fait aussi dans les ambulances, c'est-à-dire le chirurgien avec une infirmière et un bras-pompier décide s'il opère ou il n'opère pas ce soldat. D'accord ? Si on l'opère, c'est oui. Si c'est non, on prend le soldat et on le met à l'arrière. Ni plus ni moins. C'est comme ça que ça se passe. Et le tri va se faire encore quand on va arriver dans les hôpitaux de l'arrière, parce qu'entre-temps, entre le voyage et tout, il risque qu'il y en a qui ont décédé ou ont des gangrènes, et là, on va être obligé d'amputer ce qu'on ne veut pas faire. Ni plus ni moins. Voilà. J'ai un peu parlé précédemment, mais effectivement, les conditions dans lesquelles les médecins et les infirmières vont pratiquer la médecine sont particulièrement difficiles. Quand on dit qu'on trie, ça veut dire qu'on choisit qui vit et qui meurt. C'est particulier parce que ce sont des soignants. Leur métier, c'est de sauver la vie, pas de choisir qui doit mourir, ce qui est le cas. Donc il faut comprendre que même si les médecins et les infirmières ne sont pas exposés au combat, la plupart du temps en tout cas, ils vont subir des traumatismes eux-mêmes parce que choisir qui doit vivre, qui doit mourir, ça laisse quand même des marques sur l'esprit humain qui sont considérables. Alors est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu certains instruments qu'on trouve particulièrement pendant la guerre ? Tout à fait. Mais il faut... Donc ici, vous avez un bloc opératoire. Donc, avec certaines scies pour l'amputation. Bien sûr, les amputations, d'après ce que c'est, on va se servir de scies, on va se servir de couteaux, des scies orthopédiques, orteils, mains, pour les pieds aussi. D'accord. On peut endormir, ils sont endormis quand même, mais souvent ils sont endormis avec ce système-là, avec un peu d'éther. Seulement on ne peut pas doser. Donc suivant la blessure du soldat, la résistance du soldat, quelquefois on l'a déjà endormi, mais on l'a endormi pour toujours. Il y a des erreurs au niveau des anesthésies, malheureusement. Donc voilà, parce que ce système d'anesthésie, vous le trouvez beaucoup dans les hôpitaux à l'arrière. Ou alors il faut que cette ambulance se trouve dans un hôpital parce qu'il n'est pas loin des tranchées, on a cette chance-là, donc on va le trouver. Mais sinon, ça va être ceci, ni plus ni moins. Ensuite, vous avez les scalpels, vous avez suivant certains ciseaux au niveau des ouvertures, prendre des pansements, les écarteurs, vous avez les stérilisateurs aussi,
Vous avez bien sûr les aiguilles, s'il faut donner quelque chose, les différents pansements. Alors il faut savoir qu'en 14-18, on se rend compte que le coton n'arrête pas le sang, mais l'attire. Donc on fait des compresses, c'est avec du coton, du tissu et de la gaze. C'est cousu main. Les infirmières en font. Les bancs ne sont pas jetables. On les nettoie, on n'en a plus assez parce qu'il y a énormément de blessés. C'est pas une dizaine de blessés qui arrivent dans une ambulance, c'est des milliers de blessés. On coupe les draps et tout. Mais ces ambulances sont ravitaillées par les trains sanitaires qui emmènent les blessés vers l'arrière par des paniers qui sont numérotés, où chaque panier, c'est soit des pansements, soit des médicaments, soit des instruments chirurgicaux, soit des fioles d'iode ou quoi que ce soit. Ici, vous avez un dragueur allemand, c'est-à-dire c'est un appareil qui permettait d'essayer de donner de l'oxygène à ceux qui avaient été gazés. Il faut savoir que nous, en France, on avait ce système-là. Quand on voit ce système-là, qu'est-ce que vous voulez enlever le gaz dans les poumons? Quand les Français se rendent compte de ça, ils font la même chose. Et on arrive à sauver plus ou moins nos soldats grâce avec de l'oxygène. Là-bas, vous avez un peu le coin pharmacie. On n'a pas beaucoup de médicaments. La pénicilline est connue, mais elle n'est pas employée parce qu'on ne sait pas s'en servir. La morphine existe, l'éther, vraiment tout ça, ça existe. Mais malheureusement, après on a le Dakar aussi. Le Dakar a permis de soigner des blessures vives. Mais c'est un sacré système que je n'ai pas emmené parce que faut trier un petit peu. Mais on peut pas. Je l'aime, mais je peux voilà. Et puis c'est très fragile parce que c'est plein. Faut réussir à transporter tout ça. Tout à fait. Voilà. N'imaginez surtout pas que les reconstituteurs ont des trains entiers pour transporter leur matériel. Ils viennent avec leurs propres moyens, donc il y a une limite de place. Voilà. Sinon, il y a aussi les lavabos. Là, j'ai pris la fontaine, mais vous avez le fameux lavabo qui est sous roulette. Et vous avez l'eau chaude et l'eau froide, et pour que le chirurgien se lave, pour que les infirmières se lavent, pour pouvoir soigner ça se balade, vous avez la petite desserte et tout. Il faut savoir que quand même une ambulance a énormément de matériel, mais elle n'est pas non plus un hôpital. C'est de la terre battue. Comme je vous dis, ça peut être aussi un hôpital, ou alors une ferme, une école, un château. Voilà. On transforme à l'époque les structures, ça peut être n'importe quoi, le manoir du baron local, une église, une école, une usine d'électricité désaffectée. Tant qu'il y a de la place pour pouvoir mettre des blessés, voilà. On transforme ça. Tout à fait. Et pourquoi on appelle ça une ambulance? Parce que les gens disent mais c'est pas une ambulance. Je dis bah si, c'est une ambulance, ça a été créé sous Napoléon. Une ambulance pourquoi? Parce que si on avance dans les tranchées, l'ambulance doit suivre, donc très très vite, donc doit être démontable ou prendre quelque chose d'autre. Et par contre, si on perd des lignes, aujourd'hui c'est sûr que nos voitures s'appellent ambulance par rapport à ça. À l'époque c'était des hippomobiles, des charrettes et tout. Voilà. Alors, puis, est-ce que, pour se situer au niveau du développement de la médecine, est-ce qu'on a par exemple des transfusions sanguines? Oui, ça à cette existe. époque-là. Oui. Nous avons une seringue de transfusion sanguine exactement. Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Vous avez plusieurs modèles. C'est les grosses aiguilles et tout, mais ça fonctionne et on s'en est servi. Et on a pu sauver des gens, tout à fait. On a énormément avancé. C'est sûr que ces hommes qui m'ont dit souvent c'est de la chair à canon, ont été des cobayes au niveau de la médecine, mais ça nous a permis d'avancer dans la chirurgie esthétique, ça nous a permis d'avancer au niveau de tout ce qui est amputation et tout. La seule chose où on a eu beaucoup de mal, c'est au niveau du traumatisme dû aux blessures, dû au visage des gueules cassées, aux horreurs qu'ils ont vues. Voilà. Ça, on a eu beaucoup de temps à comprendre, à maîtriser ça. C'était souvent la camisole de force, ça a été de montrer, on les appelait des fous, c'était pas des fous, oui, ils sont devenus des fous. Mais voilà, quand vous avez des obus qui tombent, les hommes étaient comme ça, vous présentiez un képi, ils étaient affolés, ils étaient paniqués. On ne pourra jamais, malgré notre passion, malgré de vouloir transmettre, on ne pourra jamais montrer réellement l'horreur que ces hommes ont vécue. Surtout qu'en plus de ça, ils n'en parlaient pas. C'était ça.
C'est les débuts de la psychiatrie moderne, comme Tout nous à on fait. l'entend, Tout à fait. où le malade est plus juste enfermé dans une cage, dans un coin, ce qui était avant ce qu'on appelait les aliénés, Oui. des asiles d'aliénés. Aujourd'hui on dit psychiatrie, on les traite humainement, on essaye. À l'époque, pas du tout, et la médecine a fait des progrès là-dessus pendant la guerre, parce que c'était des soldats, c'était aussi considéré comme des héros, et donc on a considéré après avoir accusé certains d'avoir fait semblant, qu'ils méritaient d'être traités humainement. Donc c'est le début d'une psychiatrie. On parle aux patients pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est pour ça qu'on a des témoignages filmés aussi, parce que les médecins filmaient leurs patients pour essayer de mieux les soigner. En fait, Voilà, ça les permettait de voir, ah oui, lui était comme ça, tout ça. On a tout, ils ont essayé. C'est sûr qu'on dit, franchement, ils exagèrent, c'était pas des bêtes et tout, oui, mais on était au début, c'est le tout début, c'est comme la chirurgie esthétique. Après, on est venu à faire des choses beaucoup plus jolies, beaucoup plus restreintes, mais voilà, on est au début. On a énormément avancé en médecine pendant la guerre de 14. Ça, on ne peut pas le dire, et même au niveau des médicaments. Et aujourd'hui, si on a beaucoup d'infirmières, c'est aussi grâce à ça. Parce que les infirmières n'existaient pas dans l'armée à la 14. Et les infirmières qu'on trouvait dans les hôpitaux à l'arrière, c'était des sœurs, des bonnes sœurs et tout ça. Et là, la Croix-Rouge s'est sentie le devoir d'aider. Donc on les a trouvés dans les gares et tout. Et après, ça a été créé, la Croix-Rouge a créé les SBM, les femmes françaises. Et on a créé des écoles. Et ces infirmières devaient faire une école pour être vraiment infirmières. Et elles devaient avoir 23 ans. Et on avait les infirmières simples qui étaient souvent habillées bleu comme à la salpêtrière et qui, elles, s'occupaient du linge, s'occupaient de soigner, enfin de donner à manger, nettoyer les salles, faire les bandes et tout. Ce qu'on appelle des aides-soignants aujourd'hui, ça correspond Vous avez, voilà. à ce métier-là, oui. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Petite précision quand même, la chirurgie esthétique, quand madame dit ça, n'imaginez pas, on se fait refaire les lèvres, les seins et les fesses. La chirurgie esthétique, au départ, ça sert à rendre un aspect humain, et notamment au visage, des gueules cassées qui ont été massacrées par les éclats. Voilà. Merci beaucoup de votre intervention. Venez encore une fois les voir de près. Là, vous verrez, le stand est assez impressionnant. On ne montre pas tout à l'écran parce qu'il y a des choses, il faut être prêt. Voilà, mais surtout, venez encore une fois toute la journée encore. On vous attend au musée de la Grandière pendant le week-end de Constitution. Merci à tous.